Alors bonjour à tous, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider et un peu de volatilité sur les marchés, donc sous vos yeux l'once d'or qui corrige. Alors attention, on va en parler du métal jaune, je pense que ce sont des prises de bénéfices avant la BCE. Bon, l'idée c'est quoi? Voici un retour en arrière, bref, hein, je ne vais pas y passer trop de temps. Euh, Là vous avez ce qu'avait fait le marché action entre le 29 septembre et le 3 décembre pour finalement derrière un consensus hyper accommodant et je pense qu'il y avait beaucoup d'achats pour envisager des cassures haussières sur le CAC. Finalement le marché a été déçu. Alors là que se passe-t-il? Probablement des prises de bénéfices sur un certain nombre d'actifs qui ont progressé avant la Banque Centrale Européenne et notamment l'once d'or. Il y a aussi une légère reprise du dollar américain. Alors ce que je vous propose cet après-midi, c'est bien sûr de parler des indices boursiers, bon, sachant que le choix technique de ces marchés n'est pas fait, puisque nous sommes en range depuis une semaine. D'ailleurs, tout ce qui est lié à la BCE, j'appelle ça les actifs corrélés, ils sont tous en range, hein. L'euro est en range, les indices boursiers sont en range. Donc tout ce qui sera immédiatement impacté par les annonces de la BCE, eh bien, tous ces marchés se sont mis en position d'attente technique dans des starting blocks, hein, forcément, avant de partir, mais ça ce sera demain. Nous allons évoquer cet après-midi le cas du dollar canadien, puisque c'est une décision de politique monétaire imminente. À 16 heures heure de Paris, la Banque centrale du Canada prend une décision. Le consensus est simple, un statu quo. D'ailleurs, lorsqu'on étudie les récentes décisions des banques centrales de matières premières, alors c'est un rapide résumé, hein, parce que heureusement que l'économie canadienne n'est pas une économie de matières premières, mais en tout cas, des banques centrales qui gèrent des devises impactées par le prix des matières premières, et bien généralement, elles ont adopté cette année le statu quo, et surtout, ça a eu un impact haussier sur la devise. Alors, à 16 heures, il y aura donc un impact de la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Sur le dollar canadien, on va revenir largement sur ces taux de change. Mais parlons un peu de l'once d'or, parce que se pose la question de son mouvement haussier. Alors, le mouvement haussier, il a commencé en décembre. Quand est-ce que a commencé le mouvement haussier de l'once d'or? Prenons le point de départ. Vous l'avez, là, le point de départ, c'est le 16 décembre 2015. Qu'est-ce qui s'est passé le 16 décembre 2015? Vous vous en souvenez? C'est le relèvement des taux par la Réserve fédérale des États-Unis. Ce relèvement des taux, qui pourtant est un facteur de hausse pour le dollar américain, mais aussi un facteur de stress pour le marché action, parce que les taux bas étaient un des socles d'appréciation du marché action. Donc si l'on fait démarrer la hausse de l'once d'or à un relèvement des taux de la Réserve fédérale des États-Unis, on comprend que c'est un marché qui reste intimement lié aux décisions des banques centrales majeures. Alors, l'once d'or, 1045 dollars, 1270 dollars, voici sa progression depuis mi-décembre, un des actifs les plus performants sur les marchés financiers depuis le 1er janvier. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Déjà, le chandelier journalier que vous avez sous les yeux là, bon, il ne peut pas l'utiliser, parce que comme d'habitude, vous savez qu'il n'existe pas. De la même façon, vous avez ici sur le RSI D1 une divergence baissière qui est potentielle, mais qui en l'état n'en est pas une. C'est-à-dire que je passe en cours de clôture, donc j'élimine la vol haute et basse, et on se retrouve ici en cours de clôture sur l'once d'or. Ce point ici, le positionnement actuel du RSI, donc, qui vaut 61 sur le XAUSD, de même que le prix là qui est à 1246, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est en devenir, mais le marché n'a pas encore sa clôture D1. Donc il est encore difficile de trancher entre soit une pause de momentum, soit derrière une véritable divergence baissière qui pourrait ramener ce marché sur un pullback. Alors le support majeur moyen terme, ça reste 1190 dollars. Sur les graphiques de long terme, il y a la place pour revenir à 1190 dollars. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et ce n'est pas le scénario que je privilégie. Donc, que pouvons-nous dire dans l'immédiat? Vu tout de même l'aspect que prennent les graphiques intraday, et par contre là on peut les utiliser parce que par exemple en clôture 4 heures on bénéficie de chandeliers dont la forme est figée définitivement, et bien on a cassé des supports, c'est un fait, notamment la cassure des 1257 sur le gold ici qui était donc le premier support. Je pense que le métal jaune se replie en direction de cette oblique de tendance haussière, donc qui attrape en fait tous les points bas
depuis la cassure weekly qui était particulièrement positive. C'était donc fin janvier, début février, lorsque le marché s'est affranchi des 1190 et d'un presque biseau descendant de moyen terme, hein, puisqu'on peut le faire remonter depuis l'année 2014. Alors, à court terme, où peut aller le XAU USD? J'envisage un retour en direction des 1237, 1240. Premier support. Pour quelle raison? Parce que c'est le point bas du chandelier d'accélération du 3 mars, celui qui avait vu la résolution haussière de cette structure en triangle, et c'est enfin un point de contact avec cette ligne de tendance haussière. Vu la tendance de fond, c'est tout à fait un niveau de prix qui est susceptible de stabiliser le prix, voire derrière de le relancer. Donc, à la question qui était celle tout à l'heure d'un intervenant, quel est le premier support sur l'once d'or? Eh bien, je le situerai entre 12,37 et 12,40 pour toutes les raisons techniques que je viens d'évoquer. Voilà donc pour l'instant la direction que prennent les prix avant la Banque Centrale Européenne. Alors quelques commentaires sur l'or et on va changer de sujet. Donc rebonjour Vincent. Donc l'once d'or, divergence baissière daily, ça reste très haussier, tout dépend de l'horizon de temps que l'on a pour laisser vivre son trade. L'or digère sa divergence baissière daily, donc voilà, il l'épure en effet, après tout dépend de la façon dont il va l'épurer. Alors Sébastien, alors pour moi il n'y a pas de divergence baissière sur l'once d'or, parce qu'en fait aujourd'hui le positionnement là du RSI en D1, je sais pas, imaginez qu'on clôture tout en haut, le point du RSI peut être ici. La div pour moi elle sera active si le RSI D1 bascule sous 60, qui est en fait le creux qui sépare les deux sommets descendants. Là oui, il y aurait divergence. Moi je parle là, en fait je mets plusieurs étapes lorsque j'étudie ensemble prix momentum. Là je parle d'une contradiction de momentum. Une div, c'est encore autre chose. Et j'aimerais, pour parler de divergence, que le RSI D1 s'installe ce soir sous 60. On verra. Pour l'instant, il y a une vraie contradiction de momentum. Alors, voilà pour le métal jaune. Maintenant, on va parler du dollar canadien et des devises des matières premières, parce qu'aujourd'hui, elles sont à l'honneur, avec deux banques centrales majeures, enfin en tout cas majeures sur le marché d'échange flottant, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de devises qui soient complètement flottantes dans le monde, et le dollar néo-zélandais, le dollar canadien et le dollar australien en font partie. Donc, même si ce ne sont pas des économies majeures, bon, elles ont quand même une certaine importance, mais ce sont des devises majeures, ce sont des devises importantes. Le dollar canadien. La Banque centrale du Canada, qu'a-t-elle fait ces derniers mois? Est-ce que vous le savez? Alors, on va prendre le taux USD CAD. Un peu de recul. Techniquement parlant, à court terme, ça reste haussier, hein, en lien direct aussi avec le prix du pétrole qui pour l'instant plafonne sous des résistances, bon, parce qu'on est encore très loin d'un accord complet entre tous les membres de l'OPEP et la Russie, donc on verra, d'ici le 20 mars, les spéculations vont se renforcer. Non, qu'a fait la Banque centrale du Canada depuis 2015? Elle a baissé ses taux. Elle les a baissés par contre dans des proportions réduites, lorsque l'on compare ça à la chute du prix du pétrole, ce qui montre quand même que le Canada ne se réduit pas au pétrole, hein, c'est pas un membre de l'OPEP, le Canada, donc l'essentiel des revenus de ce pays provient de tout un tas de secteurs d'activité, mais malgré tout, dans la structure du commerce extérieur, les exportations de pétrole sont une source de revenus forte. D'autre part, les investissements dans ce pays sont aussi très liés à ce secteur. Donc ça, c'est une réalité. En l'état, la chute du prix du pétrole a diminué les anticipations d'inflation, la BOC a diminué 2 fois ses taux. Elle les a abaissés un certain nombre de fois, mais cette année, elle n'a pas agi. D'ailleurs, la dernière fois que la Banque centrale du Canada a agi, eh bien, ça nous ramène au milieu de l'année 2015. Donc, les 3 dernières décisions de politique monétaire de la BOC sont des statu quo. Donc ça c'est important. À ce sujet-là, notez qu'aujourd'hui il y a une décision de politique monétaire. Notez que demain soir, le gouverneur de la Banque centrale du Canada, M. Polos, P-O-L-O-Z, je ne sais pas comment ça se prononce, s'exprimera. Alors, maintenant parlons du dollar canadien sur un certain nombre d'horizons de temps. Et prenons d'abord l'USD CAD.
Alors pendant longtemps, notamment en 2015, l'USD4 c'était la stratégie d'achat, c'est-à-dire que c'était la plus belle des tendances haussières, à la fois le dollar américain en hausse et le dollar canadien en baisse. En plus, ce marché cassait des résistances, il y avait 80% de vendeurs, ça ne cessait de se renforcer, donc jusque-là, tout allait bien. Techniquement parlant, tout allait bien jusqu'à la mi-janvier, lorsque pour la première fois depuis très longtemps, hein, on pourra même partir depuis le point de départ de la hausse à 93 centimes, donc ce marché vient quand même de 93 centimes il y a à peine 4 ans, il y a à peine 5 ans. Bon. Première fois depuis 5 ans qu'une structure en avalement baissier majeur de cette nature apparaissait. Depuis, cette structure a largement produit ses effets, puisque les cibles théoriques ont été faites. Je prends une extension de Fibo, j'attrape l'amplitude générale, l'amplitude totale, pardon, de l'avalement. Bon, on a même fait, on n'a pas fait les 1,61,8, mais on a largement dépassé une fois le report de l'avalement, qui est en l'état une des cibles importantes. Donc, c'est du passé cet avalement. C'est juste ça que je veux souligner. Sur le plan technique, on est revenu se positionner sur un support important, hein, aux alentours des 1,33, 1,33,50, et le marché se stabilise. Pour l'instant, c'est ce que nous savons. En données journalières, attention quand même, aujourd'hui, au rôle que l'on donne à l'analyse technique. C'est-à-dire que là, en effet, il y a un avalement haussier daily, que sur la base de cet avalement haussier daily, pourquoi pas envisager un USD CAD remonter à 1,35 ou 1,3480, mais franchement, les dernières décisions de politique monétaire de la Banque centrale du Canada, allez, on va dire les deux dernières décisions de politique monétaire, ont fait rebondir le CAD. Donc, franchement, vous êtes d'accord avec moi pour dire que de toute façon, c'est du suicide. C'est très risqué de trader une banque centrale. Mais on va rester factuel. Sur le plan technique, moi j'aurais tendance à vouloir viser plus haut. Donc 1,3480. Ça c'est ce que me dit l'analyse technique en daily. Ce que me suggère encore l'analyse technique en intraday, en bougie 4 heures, c'est le piège baissier du 7 mars. La petite divergence haussière, validée puisqu'on a dépassé le sommet séparant les deux creux. Retour dans le haut de canal, dépassement, pullback. Bon, donc là ça semble relancer. Mais franchement, la chose qui me dérange, c'est que le statu quo de la RBA peut à 16 heures renforcer le CAD et donc faire baisser l'USD CAD. Mais si à 16h30 les stocks de pétrole font chuter le pétrole, l'USD CAD repart à la hausse. Donc voilà un intervalle fondamental 16h-16h30 hyper compliqué. Alors il y a ce que dit l'analyse technique et il y a bien sûr aujourd'hui des éléments fondamentaux qui peuvent la malmener. Où serait le signal technique de baisse? Ce serait réintégrer les 1,3375, revenir dans le canal et en fait neutraliser les effets de la structure daily en avalement. Et à ce moment-là, on retombe. Alors ce serait le CAD qui se renforcerait, un CAD qui se renforcerait avec un statu quo de la RBA par exemple. Bon, voilà. Donc en réalité, sur le plan technique, à part depuis ce matin le pullback réussi sur cet ancien canal, il n'y a pas réellement de nouveautés. Les autres paires en dollars canadiens, le GBP CAD par exemple. Alors le GBP CAD a atteint un seuil important, 1,8653. Alors on l'avait étudié, hein, je suis sur un graphique weekly. Il s'agit de cette puissante zone horizontale qui depuis entraîne un rebond technique, mais en l'état on vient de 2,10, 2,10, 1,86, donc on a eu tout de même une chute de 2500 pips, et le marché là on reprend 400. Donc on est dans des proportions réduites. La seule difficulté de phase baissière qui font 2500 pips en quelques semaines, c'est lorsqu'on les retrace, c'est aussi plusieurs centaines de pips. Et là, se pose la question de la gestion de ces positions sur un compte de trading. Il n'y a qu'une solution, c'est pas d'effet de levier. Parce que sinon, je vois pas comment on peut tenir. Parce que concrètement, pour le pullback, ça peut remonter à 1,95. Là, le chandelier weekly donne pas d'interprétation possible. Alors qu'est-ce qu'on fait en D1? Comme beaucoup de paires en dollars canadiens, on remonte,
on remonte, le CAD est un peu sous pression parce que le pétrole ne monte plus, hein. Le pétrole a bien rebondi, là il stabilise sous résistance. Mais voilà, quel impact du statu quo de la RBA le 20 janvier dernier, la BOC a fait largement se renforcer le CAD. On peut même faire correspondre le retournement des paires en CAD à la dernière décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada, puisque c'était en janvier dernier. Donc ça correspond. Donc c'est vraiment compliqué de se positionner. Après, voilà, techniquement, bon, si j'oublie tous ces fondamentaux, je vais dire que je repasse fermement baissier en cas de cassure des 1,3370, on réintègre le canal et là on retombe. L'Eurocad. Alors, l'Eurocad, en données journalières, on avait un canal de... Alors déjà, on avait au-dessus de nos têtes un double top à 1,60, un double top majeur. Je reprends les extensions de Fibo. Alors, on va faire ça proprement. Au point de cassure, il y a toujours un coefficient qui m'intéresse parce que j'évite de viser le report 1, donc 100% de report, c'est le 0,618. Et là c'est intéressant de constater que on avait donc les 1,8653 sur le GBP CAD, le support des 1,3350 sur l'USD CAD et cette puissante zone horizontale sur l'Eurocad à 1,45. Tout ça pour dire qu'elle a été approchée, pas testée. Tout ça pour dire que 1,3350, 1,8650 et 1,45 sont un certain nombre de seuils techniques majeurs qui ont interrompu, mais pas retourné, interrompu la chute libre des paires en CAD de plusieurs centaines de pips, voire milliers pour certaines, depuis la mi-janvier, dont le point de départ avait été donné en janvier par la Banque centrale du Canada. Cette même Banque centrale qui, dans 26 minutes, livre une décision sur ses taux. Alors vous allez me dire, tout ce que je vous raconte, en quoi ça vous aide? J'imagine pas grand chose, mais au moins ça pose le cadre. Maintenant, l'Eurocad, bien sûr, c'est une paire en euros. Franchement, je vois ça, j'ai l'impression que ça fait limite drapeau avant, peut-être derrière, de repartir à la baisse sur l'Eurocad. Bon. Pour l'instant, l'Eurocad double top, jambe de baisse. On a quitté le canal, donc on change de phase de marché. Pourquoi pas envisager ce type de construction technique? Je ne sais pas après ce que vous en pensez, hein, mais envisager soit un petit canal, soit une forme plutôt triangulaire. J'aurais tendance à voir quelque chose de cette nature avant demain, une forme de range, mais bon, c'est pas non plus ce type de canaux. On n'a pas encore suffisamment de développement en termes de prix pour pouvoir émettre des hypothèses chartistes. Après, peut-être que certains analystes techniques seront un peu plus inspirés que moi. Mais au fond, lorsque je vois ce chart, je peux pas passer haussier. Donc à moyen terme, je ne passe pas haussier sur les paires en CAD, c'est pas possible. J'ai aucun élément en fait, aucun élément. Par contre, à court terme, des choses se mettent en place, des niveaux techniques apparaissent, défigurent. Dans l'idéal, peut-être faut-il faire le point technique à 16h45 après tout le fondamental passé pour se reconcentrer sur les charts. Parce que sinon, franchement, c'est sérieusement compliqué. Bon. Alors, il y a tout un tas d'actifs dont on peut parler. Rapidement, un indice boursier, l'eurodoll, et ensuite vos questions, ce sera plus simple parce que sinon, je vais manquer de temps. Donc, le CAC, les indices boursiers, rien de nouveau sous le soleil, hormis la poursuite des oscillations dans des ranges en place depuis le 2 mars. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que les actifs, moi j'appelle ça les actifs corrélés à la BCE, sont tous dans des ranges. Alors au moins ce qui vous permet d'avoir avant l'événement monétaire deux niveaux de prix et d'utiliser le cours de clôture de demain pour savoir quelle sera la prochaine direction des prix sur 2-3 semaines. Ce que j'appelle maintenant le moyen terme. Il est honnêtement difficile de faire des stratégies avec conviction forte au-delà de quelques semaines. Donc, sur CAC 40, voici le range délimité, 4360, 4470. Sur l'Eurostock 50, on a le même type de range. Sur le DAX, le range est encore plus propre, parce qu'en fait, c'est exactement celui qui avait eu cours entre le 22 janvier et le 2 février, dont on était sorti par le bas à l'époque avec un diamant. Maintenant, on a repris le range, 9600, 9930.
Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on avait une belle formation graphique. Qu'est-ce que c'est ça? Éventuellement une formation élargie. Si c'est une formation élargie, hélas, c'est la pire de toutes les figures chartistes. Mais je ne vois pas de forme chartiste particulière. C'est le chaos. Donc ça ne va pas nous aider. Le SP500 cale sous les 2000 points, renforcé par des moyennes mobiles de long terme. Mais là aussi, on est dans une situation proche de celle de la veille. L'euro-dollar, le scénario le plus probable d'ici demain, c'est un EUR sous pression. Donc je pense qu'on devrait aller chercher 1,09 avant la BCE. Pourquoi? Alors déjà, on a réintégré le range trading entre 1,08 et 1,1060 ici sur le taux de change euro-dollar. Le chandelier d'hier agit quand même sur les cours. Donc ce doji, libellule, si mes souvenirs sont bons, à moins que je dise une bêtise, bon, on n'est pas tout par cœur non plus, il agit. 1,09, pourquoi pas. En tout cas, ça baisse à court terme et lors des prochaines heures, avec les anticipations liées au renforcement du programme de quantitative easing de la BCE, l'euro doit être quand même sous pression. Par exemple, l'euro AUD, c'est propre. Aujourd'hui, on a des cassures de support, etc. Bon. Alors, étonnant, pas de prise de bénéfice sur les indices, c'est vrai, pas de prise de bénéfice sur les indices. Alors, il y a eu de légères. Vous savez, sur le CAC 40, moi je vais avoir une vision simple au fond, à l'image d'ailleurs de ce que j'ai sur l'euro-dollar. C'est-à-dire que demain, on aura un chandelier qui sera soit de cette nature-là, le 22 octobre, c'était déjà la BCE, soit de cette nature-là, le 3 décembre, c'était la BCE. Donc demain, on n'aura pas du tout ce type de chandelier, on aura un grand corps et un cours de clôture de part et d'autre. En l'état, au-dessus des 4470, on revient à 4750, c'est le prochain gros seuil horizontal. L'intervalle de neutralité, je pourrais l'élargir entre 4003 et 4460, mais bon, oui, c'est ça au fond. Une grande rouge sous 4003, on revient à 4000. Après, vous allez me dire, mais faites un choix, faites un choix. Ben, honnêtement, ça me paraît plus pertinent de ne pas faire de choix, parce que sinon c'est du 50-50. Franchement, au-delà de tous les consensus sur l'action de la Banque Centrale Européenne, même si on peut faire un choix sur l'action de la BCE, quelle sera la façon dont le marché va réagir, c'est hyper incertain. Alors, en effet, peut-être qu'au fond, la meilleure stratégie, c'est de regarder demain, d'avoir pris des bénéfices, si possible, bien sûr. Le Dow Jones. Alors, le Dow, là, pour le coup, c'est pire que d'autres marchés. Sa volatilité est complètement écrasée. Ça commence à faire biseau, mais il ne faut pas non plus exagérer. On cale sous la zone de décrochage de début janvier. Donc, en fait, cette zone ici sur le Dow Jones, c'est la même que les 2000 points du SP500. C'était le point de décrochage de début janvier. Donc regardez dans quel mouchoir de poche se trouve l'US30. Et honnêtement, regardez les bougies H4 de l'US30. Qu'est-ce que c'est que ces bougies? C'est là où je dirais que c'est pas sérieux, c'est qu'une telle réduction de la volatilité laisse forcément derrière la place à une explosion de la vol. Donc ça peut faire mal. Tant le Dow que l'Eurostoxx 50, que le CAC, le DAX et de nombreux indices boursiers sont actuellement face à une impossibilité de faire un choix technique tant la dépendance à l'action de la BCE est forte. Un mot sur Euro-Yen et GBP AUD. C'est parti. Alors, bon, l'AUD, vous connaissez mon point de vue, j'en ai peut-être beaucoup trop parlé ce matin, donc je n'en dirai pas davantage. Je reste toujours convaincu que l'achat du dollar australien est une superbe stratégie pour tout un tas d'arguments technico-fondamentaux, à commencer
part hier l'observation de la résistance de l'AUD au repli du prix des matières premières, ce qui n'a pas été le cas du dollar canadien par exemple. AUD-USD toujours convaincu à la hausse, euro-AUD toujours convaincu à la baisse avec une nouvelle résistance à 1,46. Et honnêtement, si demain l'euro-dollar devait casser 1,08 et chuter à 1,05, autant vous dire que l'euro-AUD, lui, sera bien sous 1,45. Mais techniquement, bon, bah, c'est toujours propre avec des impulsions, des ranges, des impulsions, des ranges. Impulsion range, impulsion cassure. Jusqu'à présent, l'euro AUD n'a jamais trahi les partisans des cassures techniques, puisque chaque cassure a été suivie d'un pullback et d'une accélération. Alors, le GBP AUD et l'euro yen. Le GBP AUD, bon bah écoutez, l'idée c'était de viser 1,90, donc là je ne sais plus quoi viser, on est à 1,8966. Je ne sais plus quoi viser, si on peut trouver. Hein, en données hebdomadaires, la prochaine zone en cours de clôture, on l'enfonce. La prochaine zone en termes de vol, là on est sur du 1,88, mais honnêtement, les prix et le momentum avancent ensemble. Avant qu'ici on ait une div, ça va prendre du temps. Donc franchement là, le GBP AUD, les zones horizontales, on peut en trouver. Ça. Il y a 1,84, 1,78. Il y a quand même une zone forte à 1,78. C'est peut-être là où se terminera la course baissière de ce marché, si on se projette. Mais là, donc, on casse des nouveaux supports, donc bon, c'est jamais évident. Voilà, je dirais que là, on a une nouvelle résistance. Si je passe en cours de clôture, en retirant la vol haute et oula, qu'est-ce que j'ai fait là, ligne et la vol basse. Voilà. Nouveau cours de clôture. Ah bah 1,90-30, voilà. 1,90-30 et la nouvelle résistance. En dessous duquel on gère son risque ou on reste vendeur. C'est la toute première résistance technique. Horizontale. Doji, c'était un doji pierre tombale, autant pour moi. J'ai inversé. Bon, bah, voilà. Autant pour moi. Alors, l'once d'or, le métal jaune, c'est parti. Alors, l'once d'or, franchement, on va à 1237, 1240, ça retombe quand même fortement. Et si derrière on a une div baissière daily comme cela, on prend le chemin. Elle n'existe pas en données hebdomadaires, hein, au passage. Elle n'existe pas en données hebdomadaires. Techniquement, au-dessus des 1190-1200, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Franchement, je ne vais pas m'emballer. Je vais attendre déjà de voir le D1. Mais vu l'action des prix intraday, là, on va au moins chercher 12,37. 12,35, 12,37. Le marché peut se repositionner long sur la ligne de tendance. D'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas une sorte de canal? Ouais, non, vite fait. Bon, on va pas exagérer non plus, mais voilà, en tout cas, on va chercher cette zone. Observez le RSI H4. Si on commence à stabiliser sur 12,35, 12,37 et que des divs H4 se forment, on peut peut-être avoir... mais bon, là, ça tombe et mieux vaut éviter de l'acheter. Et surtout avant la baisse. Alors, donc l'Eurostoxx 50. L'Eurostoxx 50, de toute façon, c'est parlant. Hein. Vous avez les deux cas de figure qui sont bien visibles. Vous avez le chandelier du 22 octobre ou celui du 3 décembre. Là, c'était les anticipations d'un QE2. Et là, c'est le marché qui n'a pas son QE2. Ici, vous avez les anticipations d'un QE2. Et demain, vous aurez un marché qui a son QE2. On va là. Ou qui ne l'a pas et on retombe. L'USD Yen. Alors.
Alors l'USD Yen 112,15, alors on n'a pas fait le support, bon ben, je visais 112,15 décidément. Alors la zone 111-112 c'était une zone de vol, j'avais envisagé qu'on n'y aille pas avant la BCE. Par contre je visais 112,15 et on l'a pas fait, 112,22. Et là ça se reprend, H4 avalement, on remonte, mais on remonte. Le signal de vente qui a été donné le 7 mars à la cassure des 113 a terminé de produire son effet. On remonte et je pense que là on va revenir chercher 113,30. Voilà dans quelle zone de prix se maintient maintenant le taux USD Yen. On se retrouve là au milieu de nulle part. En tout cas voilà, on a eu la réaction à proximité des 112,15. 1,78 sur le GBP AUD, c'est une zone, et le GBP Yen. Alors sur le GBP AUD, 1,78, c'est, bah on va le mettre de toute façon, c'est une zone de prix horizontale. Et surtout en fait c'était une zone de piège à l'époque. La voici. C'était donc cette base. Là on a fait une cassure réintégrée par un avalement haussier. Lorsqu'un marché casse un support, le réintègre avec ce type de pattern, moi j'appelle ça la magic pattern, c'est-à-dire que lorsqu'on revient chercher le niveau, c'est un super point d'entrée. À l'époque, fausse cassure, réintégration avec une structure en chandelier, et on revient sur le niveau, là, ici, précisément là, on peut payer. Et s'y exposer parce que c'est une configuration technique forte, euh, que j'appelle la magic pattern, parce qu'elle met surtout en avant la force d'une zone de prix, l'attrait d'une zone de prix. Le piège, la réintégration, on revient dessus, c'est impeccable. Donc c'est un 78. Il y a des intérêts acheteurs forts dans cette zone, donc c'est vrai qu'à terme, ça peut être là où on va retomber. Et donc 1,78 c'est aussi le report de la hauteur du canal ascendant weekly cassé. Sur le GBP AUD, voilà, ça peut être le report. Donc cette zone au point de cassure qui en plus donne un 78, donc on a un niveau de prix qu'on retrouve de plusieurs façons, en proportion, en chartisme. Donc forcément ça renforce son attrait. C'est probablement la cible technique des vendeurs de moyen long terme, c'est-à-dire ceux qui tiennent la vente sans regarder, éventuellement une fois par semaine, dans le sens de la tendance, sans levier ou peu, avec des stops larges. Et le GBP Yen, c'est parti. Alors j'imagine que ça remonte comme les paires moyennes de manière générale. Ça remonte. On a cassé hier 160. J'envisageais 159, on l'a pas fait. On a fait 159,50. Nous revoilà au contact de cette première résistance à 160,37 qui était le point de décrochage d'hier. Il y a une remontée du momentum, une remontée des prix. Peut-on exploiter la résistance? Honnêtement, c'est la ligne de coup du double top. Ok. Mais vraiment interpréter ça, c'est long, c'est mou en fait. Peut-on vendre le niveau? Je dirais que son seul attrait est d'être le point de décrochage d'hier et la ligne de coup d'une figure de sommet. Et son seul attrait est que on gère son risque avec 15 points. C'est-à-dire que bon, bah, on ne s'autorise pas un dépassement. Si c'est un vrai niveau de pullback, il y a un test et on baisse. Donc on ne s'autorise pas des mèches qui travaillent le niveau. Sinon c'est que le niveau est pas bon. C'est son seul attrait. Après, par rapport au rythme de marché, ma conviction est pas très importante. Alors, aujourd'hui donc le NZD-CAD. Alors, le NZD-CAD. GBP-AUD, on est en fin de phase 4, donc phase 5. Alors ça dépend, il faudrait l'image de votre décompte, que je vois exactement de quoi s'agit-il. Après, j'ai besoin de voir un graphique en fait avec ce que vous
ce dont vous parlez exactement. Alors le NZD4, on va en parler du NZD4 parce que c'est vrai qu'au fond, on aurait dû beaucoup plus en parler. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même deux banques centrales, dont celle du CAD et celle du NZD. Et c'est vrai que j'en ai pas dit un seul mot. Pourquoi parce que j'ai pas non plus l'habitude de la suivre. C'est une paire croisée déjà. Où se cache-t-elle? Alors, le NZD4, à moins que je l'ai déjà chargé dans ma liste. Non. Alors, ça doit être un peu plus bas. Voilà, elle est ici. Le fameux NZD4. Alors, intéressant ce graphique hebdomadaire. Intéressant. On a une réaction sur un niveau de support. Surtout, on a presque une espèce de ligne pénétrante haussière. On a une remontée des paires en CAD. Le dollar néo-zélandais qui de toute façon est quand même dans une tendance à la reprise. Mais franchement, bon, c'est un rang. Ça reste haussier à terme, hein, donc c'est pas bête d'envisager de se placer long. Si vous regardez en cours de clôture weekly, on a une réaction à proximité du premier cours de clôture. On peut avoir le sentiment qu'on fait une espèce de biseau à la fois sur les prix et le momentum avant de relancer. Ce serait essentiellement du fait du NZD. En données journalières, on doit être encore dans un espèce de canal de baisse. Il faudrait vraiment en sortir pour avoir la conviction que la baisse est terminée. Pourquoi pas une espèce de biseau d'élargissement à terme, je dis bien. Ouais, encore, franchement. Bon, 0,90 est un niveau qui a été réintégré après avoir été cassé. Le biais technique sera haussier au-dessus de 0,90. On casse, on réintègre, c'est un niveau horizontal. Au-dessus de 0,90, on doit pouvoir remonter à 0,92. C'est purement technique. Et la UD-USD, je suis toujours haussier. Voilà. Et je vise 0,75, 49 en prochaine cible. Et oui, que c'est agaçant le GBP Yen. Et c'est vraiment agaçant. Le Euro Yen. Euro Yen, c'est au moins autant agaçant que toutes les autres paires en Yen qui se reprennent plus ou moins au milieu de nulle part. On peut toujours trouver un niveau horizontal. 123, ok, bon, c'était un point le 2 mars. Bon, peut-être après avoir cassé un support hier, petite baisse comme le GBP Yen, comme l'USD Yen, remonté à 124, mais il y a l'euro dans l'euro Yen. Franchement, moi là-dedans, complètement perdu. Complètement perdu. Voilà, allez, je cède la parole à Nicolas Lavallée pour le point de marché vague d'Elliott, le suivi de la Banque centrale du Canada, le suivi des stocks de pétrole, et je vous retrouve ce soir à 18 h. Donc à 18 h ici pour faire un point sur le Brexit, les éléments connus, les enjeux, les dates, et un tour d'horizon des paires en livres sterling à nouveau. Merci beaucoup et à tout à l'heure, 18 h.